Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Beaucoup d'enquêtes aujourd'hui au programme. Dans la deuxième partie de l'émission, nous parlerons McDo et Buffalo Grill à l'occasion d'un capital spécial alimentation. Et oui, c'est assez étonnant. C'est comment se nourrir pour 10 €. C'est-à-dire qu'ils seront partis sur cette base-là. Et ils racontent différentes choses dans 3 sujets différents d'endroits où on peut manger à 10 €. Mais est-ce que la qualité est là ? Ce sera tout à l'heure à 10h30. Guillaume Couder, bonjour, vous êtes journaliste. C'est un document coup de poing, c'est un document choc à regarder d'un complément d'enquête demain soir sur France 2. Arnaque à la chaîne, les esclaves du clic. On n'imagine pas parfois ce qui peut se cacher derrière un simple profil. Salut, comment ça va ? On en a déjà parlé ici. Vous êtes allé vous enquêter sur certaines arnaques. On a beaucoup parlé des arnaques à l'amour. Là, vous vous êtes intéressé aux arnaques à l'argent, aux crypto-monnaies en particulier, et ça nous emmène très loin en Asie. C'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on est parti de comme vous l'expliquiez, de ces petits textos qu'on reçoit à tous assez régulièrement sur nos téléphones portables. Oui, ou sur Instagram. Sur les réseaux, profil, exactement, sur les réseaux sociaux aussi énormément. Et en fait, on est parti de ça, et en fait, en tirant ce fil, on s'est rendu compte que il y avait toute une industrie en réalité de l'arnaque qui opérait depuis l'Asie du Sud-Est. Donc essentiellement depuis une zone à la frontière entre la Birmanie et la Thaïlande, mais ils sont aussi très actifs dans 2 autres pays que sont le Laos et le Cambodge. Et ce sont des camps d'esclaves qui toute la journée ont différents clients suivant les fuseaux horaires. C'est ça. Alors en fait, il y a toute une gamme de situations, c'est-à-dire que ce qu'on a pu constater, c'est que vous avez à la fois, en fait déjà c'est organisé comme des entreprises, c'est-à-dire que souvent quand on pense aux arnaques sur Internet, on imagine le brouteur traditionnel, donc c'est quelques personnes dans un cybercafé, voilà, ou quelqu'un avec le fil qui pend. Voilà, c'est ça, ou quelqu'un chez lui tout seul. Là, c'est pas du tout comme ça. En fait, c'est des dizaines, des centaines, des milliers de personnes qui travaillent jour et nuit pour arnaquer. Mis en état d'esclavage, c'est ce qu'on découvre dans votre enquête incroyable. Et en fait, une partie, alors il faut faire attention, c'est que tous ne sont pas en esclavage. C'est-à-dire qu'il y a une partie d'entre eux qui travaillent volontairement dans ces usines de l'arnaque. Mais il y a aussi toute une partie, et c'est potentiellement des dizaines de milliers de personnes qui, elles, sont trompées en fait par des fausses offres d'emploi, qui ensuite sont kidnappées finalement, mis dans ces camps fermés où sont installées ces usines de l'arnaque, et qui sont également soumis à des violences très fortes, torturées quand elles refusent de travailler, ou même que les résultats ne sont pas satisfaisants pour les chefs de ces usines de l'arnaque. On va y revenir dans un instant, mais tout de suite, c'est le zapping. Que s'est-il passé hier à la télévision ? Sud Radio Média, l'instant zapping. Alors Valérie, j'ai plutôt choisi des sujets un peu de technologie parce qu'on va parler un peu de l'IA et de la technologie avec le reportage de Guillaume. Mais demain, je vous mettrai plus de sujets de ce qui s'est passé hier parce qu'il y a eu pas mal de choses. Il y a eu Cyril Hanouna qui a parlé de Karine Le Marchand, mais il y a également ce matin Éric Ciotti qui a demandé et qui va déposer une motion pour supprimer l'Arcom. C'est l'annonce qu'il a faite ce matin. Donc j'ai pas les extraits, mais demain matin on reviendra sur l'actualité média. Sur l'actualité, là je l'ai fait un peu en fonction de notre invité. Je voulais préciser parce qu'évidemment il y a eu beaucoup de sons hier qui ne sont pas dans ce zapping. Alors on pensait avoir vu et entendu beaucoup de choses avec le procès Pellico, l'impensable et des actes les plus abjects. Et bien avec l'affaire Skornek, on monte aussi d'un cran avec 299 victimes répertoriées par lui-même, et dont certains découvrent qu'ils ont été violés enfants puisqu'ils voient leur nom sur son carnet. Avant-hier, le procès s'est ouvert et les victimes témoignent. C'était en 91, je me faisais opérer de l'appendicite, j'avais 9 ans. J'ai un souvenir qui est revenu au moment d'une séance d'hypnose d'un viol de Joël de Skornek en salle de réveil. J'ai besoin de réponses et j'ai besoin d'être reconnue en tant que victime par la justice. C'est quand même important, c'est quand même quelque chose de grave. Étant maman d'une petite fille de 2 ans et demi, j'aurais fait tout mon possible pour que tout le monde le sache et que ce soit reconnu et jugé. Son ex-épouse savait
si elle avait parlé, il n'y aurait pas autant de victimes. Les aveux de Marie-France Le Squarnac permettraient d'accepter de ne pas avoir parlé. Maintenant, je me dis que c'était certainement la seule personne qui aurait pu nous aider à libérer notre parole. C'est une affaire incroyable et un procès... Un procès assez fort. Alors avec votre reportage, Guillaume, on voit comment l'IA va totalement changer ce monde, comment on peut changer un visage, un son, une voix, y compris donc dans l'empire du crime. Aujourd'hui, on ne sait plus différencier le vrai du faux. Et hier, il y a eu un reportage dans le 20h de France 2, suite à une enquête qu'a fait la SACEM. De plus en plus de musiciens, sans le dire, utilisent l'IA, et de plus en plus d'auteurs utilisent l'IA, mais ne le disent pas. Et résultat, on commence à avoir des chansons faites par l'IA sans le savoir. Reportage dans le 20h de Anne-Sophie Lapix hier. Anne-Sophie Lapix tous les soirs, sur écran avec son regard noir. Voilà, c'est déjà pas mal, mais j'aimerais l'entendre dans une tonalité un peu plus rap. Je vais tout simplement lui demander. 20h sur France 2, elle brille sans défaut. Blonde et charismatique, classe dans les mots. Face à la caméra, elle domine le lot. Lapix, la reine des news. Un tube? Peut-être pas. Mais à coup sûr, une révolution dans le monde de la musique. L'intelligence artificielle s'y banalise. Chez les professionnels, un auteur de musique sur 3 avoue l'avoir déjà utilisé. 1 sur 2 chez les moins de 35 ans. Une sorte d'assistant de luxe. Et donc je vais lui demander de générer tout simplement une basse. Et une nouvelle source d'inspiration. On va vers peut-être des sonorités qu'on n'aurait pas eues au départ. Voilà, c'était une des auteurs de chansons. L'IA est la clé de ces arnaques dans votre reportage. Alors c'est l'une des clés, c'est-à-dire que créer de faux profils, de fausses. Alors les faux profils sont pas nécessairement créés avec de l'IA. En revanche, c'est l'image, c'est-à-dire que souvent quand on a une discussion avec quelqu'un, il dit je peux t'appeler, on peut discuter. C'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce type d'arnaque, généralement les premiers échanges se font par écrit, donc c'est beaucoup de chat en fait sur les réseaux sociaux. Mais en fait, arrive un moment où souvent, soit les gens ont des doutes, soit comme ils ont sympathisé, ils veulent discuter au téléphone et faire des appels vidéo en fait. Et donc en fait, au moment où ils font des appels vidéo, pour que la personne qui leur réponde soit semblable aux photos qu'ils ont vues sur les faux profils, à ce moment-là, ces criminels en fait utilisent l'intelligence artificielle pour mettre le visage des faux profils sur le visage de la personne qui va parler à la victime. Et là, on en parlera après, ce n'est pas la même personne avec qui vous avez parlé. Il y a des gens qui ne font que répondre aux appels téléphoniques et c'est tout le temps la même, mais avec un visage différent. C'est ça, exactement. Oui, tout à fait. Alors Valérie, restons dans la technologie. Alors ça, vous allez adorer. La NBA, vous savez, la National Basket, voilà, je me suis lancé le H, je ne sais plus ce que ça veut dire. Américain, National Basket American, a lancé le sport du futur. Alors vous imaginez, vous êtes chez vous, vous avez votre table basse, il y a un match de la NBA en direct et vous le voyez au-dessus de votre table basse avec en réalité virtuelle et c'est sur votre table basse. Explication sur BFM Business. La NBA vient de lancer ces derniers jours une application qui s'appelle Tabletop. Cette application, alors elle est incroyable, elle a fait pas mal parler sur les réseaux sociaux. Elle permet en fait de voir le match se dérouler non plus sur un écran mais directement sur la table basse de son salon. En gros, vous avez les joueurs qui apparaissent sous forme de mini-hologrammes, de mini-modélisation 3D qui courent, qui dribblent, qui marquent des points et vous avez une vue en surplomb à la verticale, j'allais dire quasiment comme si vous étiez un dieu au-dessus du terrain avec une vue à 360 degrés. C'est peut-être ça, le futur du sport à la maison. Ça vous donne envie, ça c'est top, hein? Oui, je suis pas très fou, très basket. On vous mettra d'autres images. On vous mettra... Ça vous inspire quoi? Moi, je suis pas très basket et pas très sport en général. Je suis désolé, ça m'inspire pas grand-chose. C'était le bon son. J'aurais dû m'attirer la nouna. Aujourd'hui, l'homme et la femme est de plus en plus isolés. Donc, on en parlera avec vos docs sur le manque d'amour. Et il se passe alors un phénomène avec une appli. Est-ce que vous connaissez l'appli Strava? Non, ça m'étonne pas parce que c'est un appli pour les runners et ceux qui courent et qui font du sport. Et donc, au début, c'était une appli pour comparer vos performances et les distances. Et maintenant, comme vous pouvez chatter, on parle plus vraiment chrono. Pour rencontrer leur âme sœur, de plus en plus de sportifs délaissent les traditionnelles applications de rencontres. Ils utilisent Strava.
commentaires ou encore messages privés. Ce réseau social permet d'enregistrer ses performances et de les partager à sa communauté. Je documente mes sorties avec de belles photos, de beaux couchers de soleil, ça c'est pour plaire aux filles en quête de romantisme et d'aventure. De quoi favoriser les rendez-vous amoureux. Oui, j'ai déjà date des runners. Je l'ai jamais fait. Dater, oui, mais trouver l'amour, pas encore. C'est peut-être une porte d'entrée, du coup, vers plus. C'est peut-être plus simple si on n'a pas envie de montrer et d'assumer qu'on est là pour de la drague et pour rencontrer quelqu'un. C'est de faire un point commun, et quel point commun de base. Donc dire on aime le sport, et le même sport, on aime déjà courir pareil, donc ça rapproche forcément. Ça permet de s'ouvrir plus facilement. Autant vous dire que c'est pas une appli pour... Non. Vous n'êtes pas runneuse non plus. Non plus. Bon, alors on avait connu le phénomène de Running Up That Hill. Vous savez, la chanson de Kate Bush dans Stranger Things qui avait connu une nouvelle carrière. C'était une ancienne chanson de Kate Bush et remis au goût du jour grâce à Stranger Things. C'est exactement ce qui arrive à notre Nana Mouskouri. Ah oui. Incroyable, avec sa version allemande de Quand je chante. Vous savez, quand je chante... C'est presque la même voix. Oui, et donc maintenant, cette chanson qui date des années 70 est popularisée auprès des jeunes avec une série qui s'appelle Cassandra. Je vous ai mis la version dans la série de la chanson, parce qu'on avait évidemment la version allemande de Nana Mouskouri, mais c'est drôle de voir comment ils l'ont un peu modernisé et le son qu'ils en ont fait. Guten Morgen, Sonnenschein, weck mich auf und komm herein. Alles kannst du ja sehen auf dieser Erde, auf dieser Erde. Doch nun ist es geschehen, dass ich auch... Alors ça, c'est la version originale du disque, parce que vous savez, j'ai un réalisateur qui en fait qu'à sa tête, et donc il n'a pas mis ce que je lui ai mis. Et donc ça, c'est la version quoi? Ça, c'est la version du disque, et c'est pas la version de la série. Et on n'a pas la version de la série? Ah bah non. Pourquoi? John. Bon, allez, on va faire appel à l'IA maintenant, on travaillera mieux. On se retrouve dans un instant avec Guillaume Couder pour parler donc de cette enquête que vous ne devez pas manquer. Allez la regarder si c'est un peu tard, complément d'enquête 23h10 demain soir. Allez la voir sur le replay de France TV, France.tv. Je vous assure, moi j'ai commencé, il arrive parfois, petite confidence, qu'on regarde des docs et qu'on accélère. J'ai été scotché. Je suis resté du début à la fin. Ça dure quoi, 52 minutes? Ouais, c'est ça. C'est absolument vertigineux et je pense que ça parle à tout le monde parce que l'entrée, c'est la solitude. Assez souvent, c'est des gens qui savent comment vous appâter et vous faire perdre beaucoup d'argent. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Guillaume Couder. Vous êtes journaliste, vous avez réalisé une enquête vertigineuse. Je pense que c'est le mot pour complément d'enquête. Ce sera diffusé demain soir à 23h10. Arnaque à la chaîne, les esclaves du clic. Derrière ces simples messages, j'aime bien ton profil, se cache une véritable industrie. Une industrie qui peut vous faire perdre beaucoup d'argent. Et ça commence avec ce témoignage d'un homme qui s'est fait avoir. Oui, tout à fait. Il s'agit de Norbert qui a perdu en gros 200 000 euros dans cette arnaque. Ce qu'il faut bien préciser, c'est que c'est dans le cas de Norbert, et c'est souvent le cas, ce sont des arnaques au long cours, c'est-à-dire que ça a duré... de tête, je crois, autour de 1 an et demi. Et donc, en fait, vraiment, les criminels ont vraiment travaillé pour le mettre en confiance. Il a été appâté sur les réseaux sociaux. Oui, ça commence par une discussion amicale. Tout à fait anodine, exactement. Et vous le dites dans votre reportage, on cible souvent des personnes, des hommes de plus de 50 ans, dont on imagine qu'ils peuvent être seuls. Alors, et il y a des femmes aussi, oui. En fait, il y a vraiment un peu tous les profils. Après, c'est vrai qu'ils ont tendance à... peut-être à viser les personnes un peu plus âgées, sachant que ils regardent quand même sur les gens qui publient des choses sur les réseaux qui leur paraissent avoir un niveau de vie suffisamment élevé pour avoir des ressources financières. Et en plus, les personnes un peu plus âgées, souvent on considère, mais parfois à tort, qu'elles sont un peu moins agiles sur les réseaux, sur Internet, qu'elles sont moins vigilantes et moins au courant de tout ce type d'arnaque. Alors il faut préciser que Norbert n'est pas un gogo, parce qu'on peut imaginer, comme on l'a dit dans notre histoire, moi je me ferai jamais avoir, oh là
voilà, s'il a 200 000 euros à mettre là-dedans. En fait, c'est un investissement. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans les histoires amoureuses où je te donne de l'argent parce que je suis sur un brancard. Là, on lui dit, tu vas gagner beaucoup d'argent. Et on lui en fait gagner. Exactement. Au début. Oui, tout à fait. C'est comme le bonto. On vous laisse gagner et après... Oui, parce que Norbert, vraiment, c'est quelqu'un déjà, c'est quelqu'un d'entouré, c'est quelqu'un qui a une famille autour de lui, c'est quelqu'un qui est très structuré, voilà, qui sait ce qu'il fait. Et en fait, au départ, c'est pas de l'argent qu'il donne à quelqu'un, on l'oriente en fait vers une plateforme d'investissement frauduleuse où tout se déroule en crypto-monnaie. Et en fait, ça se fait vraiment pas tranquillement. C'est-à-dire qu'il y a une relation de confiance. 1 000 € au début. Il y a une relation de confiance qui est établie. Ensuite, on parle d'argent. Ensuite, on commence à faire des investissements. Ensuite, les criminels permettent à Norbert de récupérer une petite mise parce qu'en fait, ils voulaient tester s'ils pouvaient effectivement récupérer une partie de l'argent. Et en fait, c'est à partir de là où il est en confiance et où il se dit que l'investissement va être fructueux qu'il met de plus en plus. Et tout ça se déroule vraiment sur des mois et des mois. Et à la fin, il va plus pouvoir retirer, évidemment, quand il a mis une grosse somme. C'est ça. L'arnaque retombe. Enfin, mais ce qu'on disait, c'est qu'on a un peu le fantasme ce que disait Gilles en début, du type derrière son ordinateur en Afrique, de ces brouteurs. Sauf que ce que vous avez découvert, c'est une véritable industrie avec des immeubles, avec des bâtiments, avec des dizaines de milliers de personnes qui sont organisées pour. Donc ça veut dire que ça marche aussi. Hein. Ah oui, non, c'est une industrie criminelle qui rapporte énormément d'argent. C'est des 12 milliards d'euros. Alors 12 milliards d'euros, ça c'est uniquement ce qu'on estime pour le Cambodge. Le Cambodge, par exemple, qui est un pays où de nombreux centres d'arnaque, usines de l'arnaque ont été identifiés. Il y a des experts qui estiment que ces usines en fait génèrent 12 milliards d'euros par an, mais à l'échelle globale. Avec plus de 100 000 travailleurs d'après l'ONU. C'est ça, d'après l'ONU, c'est une estimation autour de 100 000 travailleurs. Et là, encore une fois, rien que pour le Cambodge. Par exemple, sur la Birmanie, l'ONU estime qu'il y a au moins 120 000 travailleurs, dont une bonne partie sont des travailleurs forcés. Et ma question, c'est que fait l'ONU, puisqu'ils sont au courant que 100 000 personnes sont en train d'arnaquer des gens? Alors, c'est une très bonne question, c'est assez complexe. En fait, la principale problématique, c'est que dans cette région frontalière, en fait, entre la Birmanie et la Thaïlande, donc les usines de l'arnaque sont côté birman, donc c'est une zone qui est sous contrôle de milices armées, c'est une zone qui est en pleine guerre civile, donc en fait, l'ONU a assez peu de leviers d'intervention dans cette zone en fait. Donc là il y a un jeu diplomatique, mais c'est très compliqué d'intervenir directement là-bas en fait. Ce sur quoi vous insistez et ce qu'on découvre dans ce reportage, ce sont ces cyber-esclaves, c'est-à-dire des gens qu'on trompe, vous l'avez dit en début d'émission, à qui on fait miroiter un bon salaire, qui se retrouvent embarqués dans une voiture et emmenés dans un sorte de camp où ils sont traités. Ils sont prisonniers. Ils sont prisonniers. Oui, tout à fait. C'est vraiment, on peut les qualifier de camp de travail. Hein. Ouais. Et c'est exactement ce que vous décrivez. Et ce qui est vraiment très troublant et très frappant, c'est que on parle pas juste de 4-5 personnes qui sont ainsi kidnappées, trompées et mises dans ces camps. C'est vraiment à une échelle massive. C'est des dizaines de milliers de personnes au fil des années. Donc, pour se rendre compte, Valérie Guillaume, on a la bande-annonce. C'est complément d'enquête. C'est demain à 23h10. C'est le genre de message que vous avez tous déjà reçu. Bonjour, je peux te parler? Mon téléphone est mort, c'est mon nouveau numéro. En réalité, des anonymes qui cherchent à vous piéger. J'ai été manipulé. C'est terrible à vivre. Mais savez-vous vraiment qui se cache derrière? Complément d'enquête a remonté la piste de ces escroqueries en ligne et a découvert une industrie de l'arnaque. Ici, il y a 10 000, 20 000 personnes qui travaillent 16 à 18 heures par jour pour arnaquer le monde entier. À l'autre bout de la planète, des usines aux mains de mafias et des petites mains forcées à vous escroquer sous peine d'être torturées. Ils me giflaient, me donnaient des coups de poing. Et après, on passait à la matraque électrique. Complément d'enquête présenté par Tristan Walex, c'est jeudi soir juste après Envoyé spécial sur France 2 et sur la plateforme France.tv. Oui, et la plateforme, allez-y, parce que je crois que le document est déjà disponible et surtout... Non, pas encore. Pas encore. Je pense pas. Non, c'est après. Comme vous y allez. Après la diffusion. Oui, après la diffusion. Elle a tellement envie que ça soit vu par tout le monde. Vendredi, oui, non, mais il faut vraiment le regarder parce que on a tendance à dire, comme pour l'affaire Brad Pitt, mais elle est débile, mais moi je me ferai pas avoir. Sauf c'est extrêmement sophistiqué. On a le témoignage de cette jeune femme qui a été prisonnière et qui raconte que, parce qu'ils ont chacun leur rôle, elle est là pour
entretenir la conversation pour dire tiens je rentre du marché ou je vais prendre une douche, pour avoir cette espèce de small talk comme on dit, qui vous fait croire que c'est une amie, et c'est très 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 organisé et très bien fait. Il y a des dizaines de centaines de milliers de victimes. Si cette chose-là existe, c'est que ça marche, encore une fois. Oui, bien sûr, et ce que vous dites est très juste, c'est-à-dire qu'en fait comme ils sont organisés comme des entreprises, ce qu'ils font, c'est qu'ils font vraiment une division du travail, quoi. C'est vraiment du taylorisme appliqué à l'arnaque, où en gros chacun a sa petite tâche à accomplir, mais le fait, le répète toute la journée, travaille 16 heures par jour, et donc en fait c'est ce qui leur permet de toucher le plus de personnes, et en fait plus vous touchez de personnes, plus potentiellement vous avez avoir des gens qui vont se faire piéger, et plus vous allez gagner de l'argent. Donc c'est un gros investissement entre guillemets au début, mais ça rapporte. Un auditeur, Stéphane, nous dit mais il faut mettre en place des modérateurs. Pourquoi même sur Sud Radio, effectivement, on a régulièrement dans le chat des gens qui viennent en disant j'aime bien ce que tu écris, je voudrais te parler, et il dit quand on dit à Orange faites quelque chose, ils disent faut payer pour être protégé. Donc, est-ce qu'il y a des protections possibles, parce que vous traitez pas vraiment de ce sujet dans le. Mais si, à la fin vous dites que vous avez contacté les plateformes. Alors en fait oui, parce que souvent ça passe quand on parle de messages, en fait c'est plus que des textos. En fait c'est pas des textos, c'est plus des messages sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, WhatsApp, Facebook, voilà, effectivement. Oui, on a demandé aux plateformes. Il se trouve que les plateformes ont conscience de ce problème. Elles ont conscience de ce problème même spécifique, c'est-à-dire de ces centres d'arnaque en Asie du Sud-Est, qu'elles font ce qu'elles peuvent, en tout cas nous ont-elles dit, pour éliminer le plus de faux profils possible. Elles utilisent elles-mêmes de l'IA. 900, à un moment il y a un synthé, c'est 900 000 profils. Alors 2 millions. Ils ont 2 millions juste sur des faux profils l'année dernière, c'était je crois l'année dernière, oui, ou en 2023, juste sur des faux profils liés à des centres d'arnaque, donc en Birmanie, au Cambodge et au Laos, ils ont supprimé 2 millions de profils. Mais sachant qu'il y a évidemment plein de profils qui passent au travers. Il y en a encore plusieurs millions. Donc voilà, c'est ça. En fait, là, il y a tout simplement un problème de masse. C'est-à-dire que c'est tellement facile de faire des faux profils. Et il y a tellement donc de personnes qui travaillent, entre guillemets, dans ces usines de l'arnaque, que les plateformes, même si elles essayent de façon proactive de supprimer les faux profils en utilisant, en faisant de la modération, elles-mêmes en utilisant de l'intelligence artificielle, en fait, voilà, il y a un tel effet de masse que c'est très compliqué de tous les supprimer. Et d'ailleurs, quand on va nous-mêmes sur des plateformes, assez vite, on tombe sur des profils, quand on a l'œil un peu averti, on voit bien que c'est des faux profils assez vite. Nous, souvent, avec Valérie, on a des versions, ce qui s'appelle des copies de travail. On a rarement le reportage fini et abouti. Et souvent, on les a sans floutage. Et donc, je vous ai posé une question parce qu'il y a 2 scènes très violentes dans vos sujets, dont une personne qui se fait électrifier. Nous, la séquence qui, moi, m'a beaucoup perturbé, qui est très violente, qui n'était pas floutée. Vous m'avez confirmé que la diffusion, elle ne sera pas floutée. Pourquoi ce choix ? Moi, c'est la première fois que je vois de la torture diffusée. Sans floutage, j'entends. Alors, déjà, juste pour expliquer, on passe vraiment quelques secondes. C'est long, quand même. Quelques on le voit secondes. Hurler. Oui, mais c'est pour se rendre compte de ce que ça représente. Et par ailleurs, pourquoi est-ce que... c'est pas vous qui avez filmé, c'est un... Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est les criminels qui eux-mêmes ont filmé avec le téléphone portable la victime en train de se faire torturer, parce qu'ensuite ils ont envoyé la vidéo à ses parents pour demander une rançon. Donc voilà, ça c'est pour le contexte. Voilà pourquoi est-ce qu'on a cette vidéo. Et donc en fait c'est la victime elle-même qui nous a, qui s'appelle un jeune chinois qui s'appelle Néo, qui nous a confié la vidéo, et il témoigne à visage découvert. Donc en fait, à partir du moment où il témoigne à visage découvert, sachant que il est cadré d'assez loin, on a pris ce parti de pas flouter la vidéo, mais encore une fois, c'est quand même assez court. C'est vous quelques disiez secondes. qu'en revanche, la séquence de la vidéo est très longue. Dans la réalité. Oui, dans la réalité, oui. C'est-à-dire que déjà, il y en a 2, et ensuite, ça dure, 1 minute 30, 2 minutes. Là, on met 4-5 secondes. Quoi, voilà. Ouais, c'est glaçant. Oui, c'est absolument glaçant. Et c'est une torture très, très commune dans les camps. Enfin, il y a beaucoup de témoignages. Ils utilisent typiquement ce type de torture. Ce type de torture, les gouvernements internationaux ne se mobilisent pas, vous le disiez, et même en particulier au Cambodge, il y a une très longue séquence sur le Cambodge, on n'a pas envie de se mêler de ça. Il y a le portrait de Dancassé, qui est un mafieux qui serait en grande partie responsable, à l'origine de ces centres, et qui n'a jamais été inquiété.
À notre connaissance, non. Dans Cassé, en fait, c'était un peu l'un des pionniers. Il est effectivement très fortement soupçonné d'être à l'origine, en tout cas l'un des premiers investisseurs dans le centre où justement a été torturé la personne, le jeune chinois Néo qui témoigne dans le documentaire. Mais ce qu'il faut bien dire, c'est que nous, on s'arrête sur cette figure-là parce que en fait, c'est une figure, un ancien parrain d'une triade qui est bien connu en Asie. Mais évidemment, il n'est pas le seul. Il y a d'autres figures qui sont connues aussi. Et en fait, surtout, c'était un peu les premiers, c'était un peu les pionniers, donc au début des années 2020, 2021. Et depuis, il y a d'autres acteurs qui sont venus, mais de façon beaucoup plus souterraine. Et donc, c'est très, très compliqué aujourd'hui de savoir qui se trouve derrière ces camps. Et généralement, c'est pas une seule personne, c'est plusieurs personnes, c'est des investisseurs. Voilà. Vous êtes plutôt positif à la fin de votre reportage, mais vous pensez pas qu'avec la technologie, ça va aller de plus en plus loin, plus en plus loin, parce que aujourd'hui, on voit avec la cocaïne, les banques, il y a plus d'argent dans les banques, tout est virtuel. Donc, est-ce que ces arnaques-là vont se multiplier? Est-ce que c'est le nouveau crime organisé qui s'intéresse à ça? Alors oui, mais aujourd'hui on en a beaucoup plus conscience qu'avant. Donc déjà les gens sont quand même plus, le grand public est quand même plus éduqué à ça, sans doute plus méfiant. Et par ailleurs, en ce qui concerne ces réseaux criminels spécifiques en Asie du Sud-Est, là il y a quand même une évolution parce que la Chine et la Thaïlande ont décidé là vraiment ces toutes dernières semaines un peu de frapper un grand coup et de mettre la pression sur les milices birmanes qui permettent à ces criminels chinois d'opérer. Et donc là actuellement ils sont en train par exemple de faire sortir des travailleurs forcés de ces camps et de les faire repasser en Thaïlande pour ensuite les renvoyer chez eux. Donc il y a une évolution significative juste à l'instant où on se parle en fait. Ça a été un reportage dangereux? Non, je dirais pas ça. La zone où on a travaillé, donc la frontière entre la Thaïlande et la Birmanie, on a pu travailler globalement normalement. Après, c'est une zone qui est très militarisée. Et donc là, il faut faire attention parce qu'en fait, on peut avoir des problèmes presque avec les militaires ou la police thaïlandaise qui aiment pas trop qu'on filme ça, exactement, et qui peuvent vous arrêter si vous croisent, si vous n'avez pas les autorisations bonnes et due forme, vous prendre votre matériel. C'est à voir demain soir, complément d'enquête sur France 2 à 23h10, arnaque à la chaîne, les esclaves du clic, pour comprendre les mécanismes de ces arnaques. Et dès vendredi matin, ce sera disponible sur le replay de France.tv. Vous allez avoir de la concurrence. Merci Guillaume Couder. C'est le dernier jour de Cyril Hanouna. Donc, je suis pas sûr que ce soit la même clientèle. Les gens vont venir voir. Les gens vont venir voir la fin. Là, il a fait des scores incroyables. Nous, on propose une contre-programmation. Voilà. Contre-programmation. Guillaume Couder, merci d'avoir été avec nous et bravo pour cette enquête. On se retrouve dans un instant pour parler de toute autre chose. Buffalo Grill, à tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman.